c'est parti pour 24 km à peu près jusqu'à Espérac. Alors on part pratiquement 1 heure plus tard que prévu, mais on a eu du mal à se réveiller tous les deux. Enfin il fait beau, on va prendre le temps qu'il faut et on va commencer par s'arrêter à la boulangerie parce qu'il y a des priorités. Une pause après 500 mètres de marche. Voilà, c'est cool. Là, tout le monde est en train de partir, soit vers Golignac, soit vers Espérac, soit par le GR6. C'est un petit peu frisqué ce matin. Par contre, on va crever de chaud là-haut. Le début de cette étape est cool, le long du Lot et de la retenue d'eau de Golignac. Mais plus tard, ça va monter sur le plateau, mais une montée moins dure que celle d'hier après Saint-Pierre de Bessus et Joules. En attendant, on profite de cette mise en jambe progressive. Vache au bord de l'eau, c'est beau. Voilà, c'était la poésie du jour. C'est à partir de là que ça monte, bon, de manière très humaine au début. Il y a un passage sur un petit chemin, ce qui est bien, qui est un peu plus pentu. Et la dernière fois, j'avais vu qu'il y avait 20 croix. Donc j'ai essayé de les compter, mais j'en ai trouvé 2. Faut que je trouve les 18 autres. Tout à l'heure, il va falloir monter là-haut. Donc, je vous parlerai des bulles papales quand je les aurai reçues. C'est quand tu veux, Innocent 2. Nous allons passer sur le pont du Moulinou. Ça me fait penser à chez Moulineau, à Cajar, dans le Schmilblick. On y passera dans quelques jours. A noter que ce pont fut un haut lieu de la résistance française contre l'occupant allemand. Je vous retrouve en haut parce que c'est là que ça commence à grimper. Ah, j'aperçois la première croix. Ça monte. Alors, Montaigu-Bas. Et comme on va à Montaigu-Haut, ça veut dire qu'il faut qu'on monte. Alors ça, c'est d'une logique implacable là. J'étais en train de papoter avec un couple et Clémentine a continué et vu l'allure à laquelle elle monte, je suis pas prêt de la rattraper. Qu'est-ce qu'elle est longue cette montée.
R. Banksiae, ou rosier de Lady Banks, comme ça, au bord de la route. C'est plutôt chouette. Elle n'a pas de sommet, cette côte. Bon, on est bientôt au sommet. C'était super long. Et s'il pouvait y avoir un petit donativo avec du café, ça ce serait cool. Ah, une descente. Omne datum optimum. C'est l'intitulé de la bulle émise par le pape Innocent II le 29 mars 1139. C'est une date importante et une bulle importante dans la mesure où elle servira de base aux privilèges dont bénéficieront les Templiers dans l'avenir. Plus important encore, ça met les Templiers directement sous l'autorité du pape, et donc pas sous l'autorité d'un quelconque évêque. On va voir arriver dans la communauté templière à cette occasion les frères Chapelain. Peut-être parce que c'est eux qui travaillent du chapeau, parce qu'ils prient. Alors là, celle-là, elle est nulle. Cette bulle sera remise en cause une bonne douzaine de fois dans la deuxième moitié du XIIe siècle. Évidemment, on comprend que les évêques ayant une certaine importance dans les diocèses et beaucoup de pouvoir, ils voyaient d'un mauvais œil un ordre religieux échapper à leur autorité. J'imagine les discussions entre évêques à la machine à distribuer les hosties. Ah oui, parce qu'il n'y avait pas de machine à café. Enfin bon, il exagère le patron. C'est qui là, ces nouveaux moines soldats? Il nous court-circuite. Il court-circuite les chefs de service quand même, le patron. C'est pas normal. Je vous parle de la deuxième bulle importante, mais plus tard, parce que la montée de ce matin, puis la grande descente nous a un peu vidé la tête. Bien, cette petite pause a fait du bien. On va s'arrêter de nouveau à Golignac, qui doit être à peu près 4 km. C'est toujours dur de repartir à chaque fois, surtout quand il y a des cailloux. On vient de croiser Alma, 4 ans, et sa maman qui tire une carriole. Et la petite marche au moins la moitié des étapes. Et elle a une énergie incroyable. Plus que moi en tout cas. Et chapeau à la maman qui tire la carriole parce que vu certains passages, ça doit vraiment pas être évident. Morimus asper ou morim rugueux.
un coléoptère de la famille des Cerambycidae. Enfin, je crois que c'est comme ça que ça se dit. On le trouve dans le sud-est et le sud-ouest de l'Europe. Voilà, c'était la minute insecte de cette étape. Ah, ça monte encore. J'ai retrouvé mes lapins d'il y a 4 ans. Enfin, plutôt leurs descendants. Salut les lapinous. On devrait approcher de Golignac. On va tâcher de faire une pause sandwich au pâté. En tout cas, je prends du retard avec mes bulles papales. Si je tarde trop à émettre mes bulles, on va me passer un savon. L'endroit que vous venez de voir, c'est un donativo qui a été monté par un monsieur qui a spécialement loué cette petite maison pour les pèlerins. Et c'est une belle histoire. En plus, il avait des très bons fondants au chocolat. C'est toujours le genre d'endroit où on a envie de s'attarder un peu. D'ailleurs, on s'est attardé. Nous arrivons à Golignac. Un village où, il y a quelques décennies, il y avait encore 8 bars. Quelle belle époque! Bien, après cette pause sandwich au pâté, fondant au chocolat, café, on est quand même reparti. Il nous reste à peu près 8 km à faire. Et il est temps de parler de l'autre bulle papale qui a une importance particulière pour nos Templiers, la bulle Milites Templi. Il y avait un caillou. Cette bulle émise par le pape Célestin II le 9 janvier 1144, étant un peu plus les privilèges des Templiers, leurs attributions. La suite, après la petite côte. On dirait des trèfles, mais avec un chapeau pointu rouge. Où en étais-je? Ah oui, la bulle, ou plutôt les bulles des papes successifs. Au final, les Templiers deviennent de plus en plus indépendants du clergé séculier. Rendez-vous compte, ils sont indépendants du clergé séculier, c'est-à-dire qu'ils ne dépendent pas d'un évêque. Ils peuvent construire leurs propres oratoires. Ils peuvent enterrer leurs morts dans leur propre cimetière. Et par-dessus tout ça, il y a un aspect qui a dû faire hurler dans les presbytères et les sacristies. Le pognon. Les Templiers reçoivent des dons et ont le droit de prélever la dîme. Elle est longue cette côte aussi. Je me demande bien ce qu'a pu être la conversation entre Innocent II, avant qu'il émette sa première bulle, et son camerlingue. Au fait, très Saint-Père, qu'est-ce que vous pensez de ce nouvel ordre qui se monte là-bas en Orient et
qui a pour mission de protéger les pèlerins qui vont se recueillir sur le tombeau du Christ. Bah, dis-moi, Seigneur, si le Christ est ressuscité, comment ça se fait qu'il a un tombeau? C'est dur, la religion. Alors, Saint-Père, ce nouvel ordre, écoutez mon petit camerlingue, il faut savoir motiver le peuple. Moi, je trouve ça bien qu'on aide cette petite start-up templière à démarrer. Je pense, mon petit camerlingue, qu'on pourrait leur accorder les mêmes droits qu'à notre clergé à nous. Oui, mais ça ne va pas induire une concurrence entre les Templiers et notre clergé? Mon petit camerlingue, la concurrence c'est bien. Donc vous me préparez un brouillon de bulles et puis on met tout ça en place. C'est ainsi que, aux yeux de certains ecclésiastiques, les Templiers devinrent une église dans l'église. Et oui, jusqu'ici, l'entreprise église, église catholique s'entend, avait pour cœur de métier la prière. Et elle sous-traitait le ménage à d'autres entreprises. Le ménage en question ne se faisant pas avec des balais et des serpillères, mais avec des épées et des masses d'armes. Pour les Templiers, dont, je le rappelle, l'objet initial était de défendre en Orient les pèlerins qui affluaient pour se recueillir sur le Saint-Sépulcre, eh bien, le processus est quasiment inverse, ils externalisent pas, ils internalisent. Parce que leur cœur de métier, initialement, c'est quand même de fracasser des crânes. Mais me direz-vous, qu'est-ce qu'ils internalisent? Eh bien, en quelque sorte, ils internalisent la prière et tout ce qui va avec le combat spirituel. Dit autrement, c'est comme si un PDG d'entreprise développait à l'étranger une filiale qui viendrait s'implanter dans le pays d'origine et concurrencer l'entreprise d'origine sur son cœur de métier, voire dépasser les attributions de l'entreprise d'origine. Ah, le soulier et son arbre à chaussures. C'est ainsi que, d'ordre martial plus ou moins confidentiel, issu de la première croisade, les Templiers vont acquérir de plus en plus d'importance, non seulement dans les États latins d'Orient, mais aussi dans toute l'Europe. Mais de tout ça, nous parlerons demain ou après-demain parce que l'étape est courte et qu'il faut que je bulle un peu. Il doit nous rester peut-être 4 km. Ah bah non, 2 km et demi. Ça c'est cool. Messieurs, dames. Bon, on va entamer le dernier tronçon de cette étape sur un petit chemin qui mène à Espérac, à 1,5 km. Ce que vous voyez bouger sur l'image, c'est un petit ver accroché à un fil, un peu comme un fil d'araignée. Et il y en a partout, y compris en travers de la route. Et on n'arrête pas de se les prendre dans la figure.
et au coin des lunettes. Voilà, et j'aperçois là-bas Espérac, un peu moins d'1 kilomètre. Alors si je me souviens bien, c'est par là qu'il y avait une ancienne mine d'uranium qui a fonctionné quelques années à la fin des années 50. Voilà, nous arrivons à Espérac. Au bout de cette longue étape, dont la première moitié nous a quand même bien entamé tous les deux. Fin de cette étape de 22 ou 23 km. J'ai oublié ce que je viens de regarder sur le GPS. Et ben c'est malin. La première partie, ouais, nous a bien entamé quand même. Là, on est dans le gîte communal d'Espérac, que je connaissais déjà. Mais là, en plus, on a une chambre et une salle de bain pour nous deux. Oh, c'est Byzance. Et comme le départ est au plus tard à 9h demain et qu'on n'a que 12 km, demain, c'est grasse matinée. Oui. Demain, c'est conque 12 km. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.